avant de commencer, mesdames et messieurs, il se fait tard, c'est vrai. Pour certains, il se fait tard, pour certains, il est encore jour. Je tiens déjà à m'excuser, parce que j'ai pas eu du temps depuis le début de semaine de pouvoir m'entretenir avec vous. Je comptais le faire le lundi, je comptais le faire le mardi. Et pour certains, nous sommes aujourd'hui le mercredi. Bon, la nuit porte conseil pour certains. Je vais me permettre en tout cas de marquer, en tout cas le pas. Je vous voyais même aborder aussi l'actualité ivoirienne et l'actualité concernant l'AES. Nous sommes dans un tournant aujourd'hui où nul ne peut véritablement discuter, s'exprimer, dire ce qui se passe. Et il y a un tournant sur lequel on pourra aborder sur divers plans. Il y a le cas déjà de ce discours mémorable que je vais écouter avec vous pour pouvoir l'analyser avec ma propre perception, parce que je sais que quand le capitaine Ibrahim Traoré s'exprime, c'est beaucoup de choses. Mais il y a au-delà de cela le symbole. Que l'on veuille ou pas, l'AES aujourd'hui tend vers ce qu'on appelle la souveraineté. La mise en place de cette banque d'investissement du Sahel avec un fonds initial, un capital initial de 500 milliards prouve qu'aujourd'hui ces trois pays-là sont en train de faire quelque chose que aucun pays véritablement au sein de l'espace UEMOA a pu faire, c'est-à-dire avoir la propre maîtrise de tout ce qu'on a de potentiellement riche en termes de sous-sol. S'il n'avait pas cela aujourd'hui, il n'aurait pas mis en place en fait d'accord cette banque d'investissement. C'est un fait. Il y a aussi la télé. La communication, les médias est un atout puissant, ultra puissant. Et aujourd'hui, en main de maître, en moins de 2 ans, l'AES a réussi à avoir un outil de médias puissant. Et que l'on veuille ou pas. Avis aux détracteurs, il faudra vous en prendre sincèrement à vos leaders, vos acteurs politiques. Pourquoi la CEDEAO n'a pas eu cette intuition? Mais on va écouter son discours et à partir de ce moment, je pourrai aller point par rapport à ce que j'ai reçu. Cela nous intéresse parce que moi je suis d'origine de Côte d'Ivoire et les Ivoiriens aujourd'hui sont dans un tournant ou dans une lenteur ou dans une impasse, et pour d'autres, dans le développement. C'est deux mondes diamétralement opposés. Nous verrons ce qu'il en est. On va écouter le discours du capitaine Ibrahim Traoré, parce que je ne l'ai pas écouté. Je n'ai pas eu le temps, franchement, cette journée de l'écouter. Je vais l'écouter avec vous, et je pourrai donner mon point de vue. On est parti. Nous demandons votre soutien, s'il vous plaît. Après la allocution, nous allons faire la fête jusqu'au matin. Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel depuis tout de suite, merci de vous adresser à l'assistance. Bonsoir camarades. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonsoir encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, il faut préciser quelque chose. Nous sommes au Mali et nous ne sommes pas au Burkina, à une seule condition qu'on nous dise que les propagandistes, ceux que vous voyez partout qui soutiennent l'AES, se sont déplacés de Ouaga pour arriver au Mali. Mais ce qui est quand même fort au niveau de l'AES, des pays de l'AES, c'est que les pays de l'AES, que ce soit au Burkina, au Niger ou au Mali, les populations, en tout cas qui soutiennent l'initiative de l'AES, sont unanimes sur la considération des leaders respectifs. Il est très rare de voir au sein de la CEDEAO, quand une réunion de la CEDEAO est faite dans un des pays, que les chefs d'État dans leur unanimité font l'adhésion des populations. D'accord? Ça c'est quelque chose qu'il faut constater. Ils ont accepté au sein de cette confédération que leurs leaders soient égaux en termes d'accord de considération et de respect.
Et cela fédère déjà, d'accord, ces personnes-là qui sont ensemble dans cet élan de confédération. Vous ne verrez jamais ces populations-là qui acceptent la vision de l'AES se disputer sur le leadership de l'un ou de l'autre. Et ils ont réussi, en fait, d'accord, à fédérer cela. Déjà, il faut commencer à accepter 2 personnes, 3 personnes. C'est pas ce que nous faisons. On avait le Conseil de l'Entente, on avait d'autres organisations. On ne peut pas dire qu'ils sont que 3. Ils sont que 3. 3, déjà, c'est plusieurs personnes. Chez nous, on n'a pas pour habitude dans nos pays, là, à vraiment porter nos leaders, d'accord, de part égale. Même qu'ils soient 2 ou 3. Donc ce n'est pas possible, ne dites pas que ne trouvez pas de prétexte pour dire qu'ils sont 3. Au sein de la CEDEAO, vous avez le président Dramani du Ghana, vous avez Ouattara, vous avez le président du Libéria, vous ne verrez pas cela. Surtout dans un pays autre que leur pays dans lequel ils ont leurs militants. Il faut se poser véritablement cette question-là. C'est ces choses qu'on voit comme ça, mais non. C'est un fait. Écoutons maintenant son discours. Merci beaucoup à tous. Et tout d'abord, je tenais à rendre grâce à Dieu qui a permis que cette journée se passe merveilleusement bien et que je prie que tout le monde puisse rejoindre chez lui en bonne santé après cette deuxième session et que le combat continue. Après cela, c'est un mot de remerciement à l'endroit de nos vaillantes forces combattantes toujours qui ont compris le sens de notre combat et qui se donnent corps et âme pour que la Confédération puisse continuer d'exister. Enfin, ce qui est intéressant, il y a une prise de conscience. L'AES est dans la réalisation, mais l'AES est dans un combat. Quand il introduit son discours, c'est des remerciements d'abord pour ceux qui sont venus, c'est une marque de respect, et c'est surtout, d'accord, ne pas appeler à une fête continuelle. Dans la tête, dans l'esprit, en fait, du capitaine Ibrahim Traoré, c'est mener un combat. Il rend hommage d'abord, il dit que le combat continue, mais il rend hommage d'abord aux forces combattantes. Parce que quand on prend l'initiative de sortir, cette initiative de sortir dans ce giron ou les habitudes qu'on a depuis fort longtemps, il faut se dire qu'il faut mener un combat. Et le combat, je suis désolé de vous le dire, mesdames et messieurs, sans sécurité, on ne peut pas prospérer. La prospérité ne peut pas être dissociée de la sécurité. Ces éléments-là vont de pair. Donc revenir là-dessus est un point essentiel et capital aux populations de l'AES de dire que le combat, il doit être perpétuellement mené si vous voulez connaître le respect et vous voulez connaître la prospérité, vous voulez connaître surtout la stabilité. C'est très 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 important. D'accord? On continue. Enfin, je remercie la population de l'AES qui a franchement compris pourquoi nous ne devons que compter sur nous-mêmes et pourquoi nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort. Et vous avez fait preuve à travers votre résistance, votre résilience à supporter tous les coups que l'ennemi a bien voulu nous donner dans cette lutte de brise des chaînes de l'esclavage. Merci beaucoup. Et revenant donc à cette deuxième session, je tenais en tout cas du fond du cœur à remercier mon frère ici présent, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, pour le travail énorme qui a été abattu durant ce temps depuis la création. Poser les jalons d'une telle confédération n'est pas chose aisée. Et surtout, vous avez tous été témoins de tout. Alors, c'est intéressant aussi parce que nous sommes à la deuxième session, nous étions à la deuxième session, et Assimi Goïta a eu à prendre les rênes de la présidence de l'AES sur la première session. Et ils ont aujourd'hui posé les jalons. C'est une année de travail. Une année de travail, tant dans la politique interne malienne et d'accord dans le fait de poser les jalons de l'AES. D'accord, cette confédération, d'accord, des États du Sahel, c'était vraiment poser les jalons. Et je peux dire que c'est un succès, parce que les résultats de cette première année de présidence de l'AES sont visibles. Si les gens discutent avec vous, vous pouvez dire que l'AES a mis en place, d'accord, les forces unies de l'AES, une force unique,
une force mobile qui travaille pour les 3 pays. Déjà, c'est un premier élément. Aussi, des éléments sur le plan même portuaire, des éléments sur le plan aussi des télécommunications, c'est un fait, c'est là, d'accord, et aussi au niveau de l'aspect financier, ces éléments-là sont là. Donc, en une année, ils ont posé des jalons dans plusieurs secteurs, et c'est à saluer. Je parle dans le cadre de l'AES et non de l'État du Mali. Ils ont posé ces jalons. Donc, ça, c'est à respecter et c'est à féliciter. Il est très rare de voir dans nos organisations sous-régionales mettre des jalons en un an. Ça prend assez de temps. Malgré la présence de plusieurs pays, on voit que le procédé n'est pas aussi rapide et n'est pas aussi productif en termes de résultats. D'autres disent que le nombre fait la force, mais je pense que le nombre avec la volonté de vraiment s'investir peut faire la force. Or, souvent on constate dans certaines organisations que certains États ne jouent pas forcément franc jeu. Ils ne s'investissent pas à, je dirais pas 1000%. Il y a certains qui s'investissent, qui raflent le leadership, et puis d'autres derrière suivent. Là, au niveau de l'AES, c'est un dynamisme, et on voit que les actes qui sont posés sont concrets, parce qu'ils sont en train de mettre des choses en place qui, aujourd'hui, pour le bonheur de leur population, est une effectivité. Donc, la première année donne déjà de ses fruits. Écoutons-le. Et tous étaient témoins de tous les défis qui ont été donc posés à nos États respectivement et à la Confédération tout entière. Donc je tenais à le dire encore, merci pour tout le travail abattu, merci pour le sens de l'écoute, merci pour tous les sacrifices consentis et merci surtout à tous nos collaborateurs, les membres du gouvernement, tous les services techniques qui ont vraiment œuvré pour que cette journée soit, qui ont tout fait pour que tous les acquis qui ont été donc à l'ordre du jour aujourd'hui puissent voir le jour. Soyez remerciés une fois de plus et je souhaite que cet esprit de sacrifice, de don de soi puisse continuer parce que le seul objectif que nous avons c'est le bonheur de nos populations. J'ai accepté avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'interpellation donc cette lourde mission qui m'a été confiée. Beaucoup d'interpellations en ce sens que lorsqu'on regarde l'enthousiasme des peuples, nous devons de comprendre le message qui nous est passé, nos chefs d'État. Nous ne devons plus dormir, nous devons continuer le combat, continuer à avancer parce que les peuples aspirent à la paix, les peuples aspirent au développement, les peuples aspirent à vivre heureux chez eux. Pour ce, je tenais à féliciter chaque acteur des 3 grands domaines donc, de notre confédération, les acteurs de la défense et de la sécurité, qui ont vraiment fait assez d'efforts pour contenir la menace qui a grandi, certes, mais la menace a été contenue. Et vous dire encore d'attacher les ceintures, parce que le lancement de la force doit être suivi d'opérations de grande envergure. Et donc, dans les jours à venir, vous serez encore sollicités pour pouvoir intensifier la lutte. Vous voyez, ce qui est intéressant en fait, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, la force unie de l'AES a vu le jour il y a de cela quelques jours, à peu près 5 jours par là. Il prend le leadership aujourd'hui. Il annonce des actions de grandes envergures. C'est une sorte de force spéciale de l'AES qui a été mise en place. Ces pays-là sont confrontés à ce qu'on appelle des actes terreau-terreau. Et à sa prise d'accord de la présidence, il agit automatiquement sur la défense et la sécurité. Et les couleurs sont annoncées. C'est une présidence qui sera marquée véritablement en fait sur le besoin premier qui est la défense et la sécurité de l'AES. Dire que les Africains ne savent pas en fait combattre contre le terreau-terreau, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. C'est une question de volonté et de moyens. Aujourd'hui, les moyens sont mis à disposition. Donc on constate qu'il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se faire et des choses vont se faire. Et c'est ce qui est intéressant. Donc prêtons bien l'oreille. Écoutons ce qu'il en est, et puis je reviendrai.
intensifier la lutte. Aux acteurs donc de la diplomatie, je vous félicite, je l'ai déjà fait à Ouagadougou, je vous félicite encore, parce que vous n'avez pas fait que de la diplomatie, vous avez fait de la diplomatie et de la communication. La communication qui est aujourd'hui un maillon stratégique essentiel dans tout le combat que nous menons. Deuxième volet, diplomatique. Le deuxième volet, l'aspect diplomatique. Sans diplomatie, aujourd'hui, je pourrais vous dire que ces gens-là allaient être isolés. On a des ministres comme le ministre Abdoulaye Diop, il y a ses homologues du Niger et également en fait du Burkina Faso. De toute façon, qui avaient déjà, ce sont ceux-là même qui ont envoyé la dynamique de l'AES. Mais ils ne sont pas restés en marge. C'est-à-dire que quand l'AES a vu le jour, ils ont toujours œuvré dans ce dynamisme. Je vous donne un exemple clair qui est très rare qu'on fait en Afrique, le principe de réciprocité en ce qui concerne d'accord des actes diplomatiques de pays européens vis-à-vis en fait de ces diplomaties-là. Restriction de visa, augmentation de billets et plein d'autres choses. D'accord. Ces pays-là ont répondu du tac au tac. On peut dire aujourd'hui même que des pays tels que les États-Unis et autres n'ont pas banni complètement ces pays-là, en fait, d'accord, ces pays de l'AES là, du concert des nations. Et puis ils ont fait des choix qui sont assez déterminants dans cet écosystème géopolitique où aujourd'hui il faut véritablement prendre à bras le corps le choix de son partenaire. Ils ont tranché, ils sont amis de tout le monde, mais ils ont des préférences en fait aujourd'hui pour certains partenaires qui ne font pas forcément l'affaire du bloc occidental. Et ça, c'est le travail d'accord de tous ceux qui sont au four et au moulin au niveau du ministère des Affaires étrangères de cette confédération-là. Merci pour ce combat, merci pour ce sacrifice, merci pour toute la lutte pour faire reconnaître notre confédération à tous les sceptiques qui n'ont pas voulu l'accepter au début. Et continuer ainsi parce que de grands défis nous attendent. Nous avons été intégrés certainement dans certaines organisations, comme le général Tchani l'a dit, inutiles. Nous allons voir comment nous retirer de ces organisations inutiles et nous concentrer sur l'essentiel. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, ils ne cherchent pas forcément, l'AES ne cherche pas forcément à rentrer dans le concert des nations, c'est-à-dire dans des grandes organisations telles que l'OCDE et autres. C'est-à-dire que eux, aujourd'hui, ils veulent avoir l'utile. D'où, en fait, leur intérêt de se retirer par pays respectifs au sein de la CEDEAO. Parce qu'ils pouvaient aussi, d'accord, être en même temps dans l'AES et être dans la CEDEAO. La CEDEAO ne serait pas contre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils ont jugé que la CEDEAO n'est pas utile pour eux. Ils ont demandé tout simplement à sortir de cette organisation. Moi, je peux vous dire, je pronostique, je n'ai pas la date, mais ils sortiront également de l'UEMOA. Ils se préparent, ils vont sortir de l'UEMOA. Ça, faut s'y attendre. Ils vont sortir de l'UEMOA parce que pour eux, à partir du moment où ils auront la capacité véritablement de mettre en place tout ce qui concerne leur monnaie, ils ne jugeront pas utile d'y rester, quoi. Et donc, pour ça, il faut en être sûr. Ils ont un chronogramme, ils ont un objectif. Et là, quand ils parlent, en fait, d'organisation inutile, il faut s'y attendre. L'AES ne voudra pas forcément rentrer au sein de l'OUA, de l'Union africaine. Qu'est-ce que l'Union africaine leur apportera véritablement? Je ne pense pas. Voilà, même si l'Union africaine voit que l'AES aujourd'hui prend du poids et va prendre du poids, l'Union africaine sera contente de le recevoir les bras ouverts en tant que confédération, mais ils ne vont pas courir pour qu'ils aient une reconnaissance. Non, absolument pas. Et j'y pense. Et ça, c'est un questionnement que je me suis toujours posé. Est-ce qu'il était nécessaire pour certains pays de pouvoir entrer dans des organisations qui ne leur sied pas? Ça, c'est une question à titre personnel. Et quand j'entends ce genre de choses, je me dis que certaines choses sont possibles. On continue. Aux acteurs du développement qui est une mission transversale, après la sécurité et donc la diplomatie pour maintenir et la communication pour maintenir en veille donc l'esprit de nos populations, on pense au développement. Et le développement concerne plusieurs secteurs. Alors j'invite tout un chacun, dès à présent, à redoubler d'ardeur. Parce que nous nous sommes donné des objectifs et nous avons compris la géopolitique, nous avons compris le monde. Nous ne compterons que sur nous-mêmes a priori. Et ça, il faut que tout le monde l'intègre. Ok, c'est intéressant. Il dit quelque chose de très important. Sécurité, défense, sécurité, diplomatie, communication, développement. Développement à toute échelle.
Mais ce développement ne reposera sur aucune puissance. Ce développement ne reposera sur personne si ce n'est que le peuple, d'accord, de l'AES, si ce n'est que les peuples de l'AES. Et il parle d'une conscience géopolitique, c'est-à-dire que nous irons avec ceux avec lesquels on souhaite compétir, avec les gens avec lesquels on souhaite travailler. Mais on ne travaille pas à perte. On travaille parce que derrière, si on veut avoir quelqu'un, nous, on travaille pour notre avantage, on travaille pour notre gain. Parce que nos pays, malheureusement, souvent sont dans des coopérations dont on ne voit véritablement pas les fruits en termes de développement. C'est-à-dire que eux, avant toute chose, c'est pas des gens qui vont aller quémander, c'est pas des gens qui vont aller mendier. C'est-à-dire, ce qu'ils produiront, ils se permettront d'acheter ce qu'il faut. Et ça, c'est très important à percevoir et comprendre. L'autosuffisance alimentaire doit être une réalité dans notre confédération et nous devons nous fixer des objectifs pour cela. Nous avons de grands projets de développement, que ce soit en termes d'industrie, d'infrastructure. Nous allons batailler pour que ces projets voient le jour. Et bien sûr, d'autres grands projets plus stratégiques et urgents nous attendent et qui va demander plus de célérité dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce qui est attendu par tout un chacun ici et tous les peuples de la confédération. Donc, le rythme sera certes soutenu, mais d'ores et déjà, je vous invite à vous mettre au travail pour que nous puissions relever les défis, parce que ce que nous faisons actuellement est un défi. Enfin, je continuerai donc à solliciter le soutien et l'appui de mes frères ici présents, qui, en tout cas, n'ont ménagé aucun effort à n'importe quel moment, quand j'ai eu besoin d'eux, ils étaient disponibles. Nous avons toujours ménager le programme pour pouvoir nous retrouver et discuter des questions essentielles. Les défis furent nombreux, il y a eu des hauts, des bas, mais l'esprit de solidarité, l'esprit de fraternité, l'esprit de tolérance a permis à ce que nous soyons là aujourd'hui. Et je peux vous assurer que nous continuons les échanges dans ce sens et nous promettons de ne pas vous décevoir, de ne pas décevoir le peuple de l'AES et de continuer la lutte. Merci à tout un chacun. Je ne serai pas plus long que ça. Je souhaite que Dieu vous accompagne tous dans vos missions respectives, que Dieu vous ramène tout un chacun sain et sauf chez lui, et que la lutte puisse continuer et ardemment contre l'impérialisme, ses valets locaux et toutes ces manifestations ici dans l'espace confédéral. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Excellence, merci. Merci, s'il vous plaît. Merci. Excellence, merci beaucoup. Messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, distingués peuple de la Confédération AES, le moment de se dire au revoir approche. Avant de nous souhaiter bonne route ou bon vol, ou même de nous présenter mutuellement des excuses, je vous prie d'écouter attentivement les discours de clôture du président du pays hôte de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Merci. Président du PASO, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, et distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à mes frères leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du PASO, chef de l'État, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour la qualité de leurs apports à nos travaux, leur engagement constant, leur analyse pertinente et leurs contributions éclairées ont été déterminants pour le succès de cette session. La richesse de nos échanges nous a permis de revisiter l'ensemble des actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l'A1
de la Confédération que nous avons définie de manière collégiale et esquissée avec clarté la responsabilité et les perspectives à venir dans le domaine de la défense et de la sécurité, du développement et de la diplomatie, tant au niveau régional qu'international. Je me réjouis de la volonté de son Excellence, le capitaine. Ok. Bon, alors, j'avais un autre point. Donc, interrompre. Ni ala sonoma mi mogo wele kana ko hakina di akabi mogo wele ntuni anga jëm ga folo ko fe flana Président du compte. na kuma babu so apa. Si merveilleux qu'on se retrouve ici à Bamako pour la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Ce phénomène qui a... L'hiver noir arrive. Il serait la prière. Nous allons nous attaquer encore au mot qui mine l'Afrique. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe, en commençant par le Maghreb, en Afrique jusqu'en Asie. Il s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je veux dire... Écoutez très bien. C'est un message... Parce que là, le message que je vous ai fait écouter, c'est le message, d'accord, où il a été désigné comme le président de l'AES sur la deuxième session. Ce message-là est en prélude. Le message que je vous fais écouter est un message qui est en prélude, d'accord, de sa désignation. Les gens sont partis rapidement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'écouter. Là, il parle du printemps arabe. Chez certains démocrates, on vous parlera du printemps arabe comme la démocratie qui est venue, d'accord, enlever des dictateurs et autres. Il vous parle de la subtilité du printemps arabe. C'est-à-dire que, je vous dis clairement, moi je vous dis ce qu'il dit. Il y aura, écoutez bien, il y aura un moment où il y aura une vague. Un vent qui va souffler sur certains régimes. Mais ce vent qui va souffler sur certains régimes, il faudra faire attention. Dans certains pays, ça ne sera pas forcément un vent de liberté, mais ça sera un vent de repositionnement. Je répète, dans certains pays, bientôt, il y aura un vent ou des vents. Mais ces vents ne seront pas forcément des vents de liberté. Ce seront des vents de repositionnement. Et c'est pour cela qu'il fait allusion au printemps arabe. Des régimes comme le régime de Ben Ali, qui n'est pas un super régime, est-ce que vous comprenez, a été balayé dans un contexte. Hosni Moubarak, en ce qui concerne l'Égypte, a été balayé. Les frères musulmans, par le biais de Mohamed Morsi, ont remporté des élections, on les a balayés et Al-Sisi est revenu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a balayé des semblants de régimes démocratiques qui ne sont pas dans le fond. Et qui les envoie? C'est pour cela qu'il évoque la subtilité du printemps arabe. Ça, c'est beaucoup d'analyses, vous allez voir des analyses, beaucoup savent ce qu'il en est. Écoutez bien. N'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. Vous avez entendu. Il fait allusion, il anticipe dans son analyse. Pourquoi?
nous sommes en géopolitique. Hein. Il faut savoir que nous sommes en géopolitique. Si aujourd'hui l'AES réussit, c'est la mort de la CEDEAO. Et si c'est la mort de la CEDEAO, c'est la mort, bien évidemment, de certains types de dirigeants. Parce que les gens vont dire, mais comment ces pays qui ont été toujours des pays du tiers-monde, comment les qualifier, qui n'ont pas d'accès à la mer, ont pu faire ce que vous n'avez pas pu faire, d'accord, institutionnellement et en termes d'autonomie et de souveraineté en un laps de temps. Les populations vont poser ces questions. Ils vont se poser des questions. Ça va susciter une interrogation. Et ceux qui parrainent ces organisations-là, ceux qui sont derrière, qui parrainent ces organisations, vont vouloir lutter pour que cela prospère. Est-ce que vous comprenez? Ils vont lutter pour que cela prospère. Donc qu'est-ce qu'ils feront? Naturellement, les anciens que eux-mêmes ils ont soutenus, ils vont vouloir mettre un vent, un balayage en quelque sorte, pour essayer de donner un jumeau, un clone de ce que l'on voit dans l'AES. Sans forcément, d'accord, un clone, d'accord, comme ce qu'on voit dans l'AES, sans forcément dans le fond être de l'AES. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Révolution dans révolution. L'hiver, c'est une période. L'hiver, c'est une période très froide. Quand il vous parle de l'hiver, il fait référence à la guerre froide de façon africaine, de façon noire. Je répète, quand il parle de l'hiver noir, l'hiver n'existe pas en Afrique. Mais l'hiver, l'élément qui détermine l'hiver, c'est le froid. Donc, cette guerre, elle risque de ne pas être explosive, mais elle sera très stratégique. Parce que la guerre froide, il n'y a pas forcément eu de combat violent comme la guerre mondiale. Mais il y a eu beaucoup de stratégies, beaucoup de renseignements, beaucoup d'espionnage, beaucoup. Donc quand il parle de l'hiver, il fait référence, d'accord, à la guerre froide. À la guerre froide, l'hiver, la guerre froide, noire, ça va se passer, ça va pas se passer loin, ça va se passer dans notre zone là, dans notre zone. Ça va se passer sous nos yeux. On a déjà eu en prélude un élément qui s'est passé. On a eu un élément, l'hiver noir qui vous dit là, on a eu un élément qui s'est passé il y a quelques semaines. Et ce n'est pas le dernier élément. Donc il vous annonce et écoutez la suite de ce qu'il dit. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid. Un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Un hiver très froid, sanglant et meurtrier. Sanglant et meurtrier. Il faut avoir du cran pour le dire. Il parle de quoi? Il veut faire peur aux gens. Il parle de quoi? Hiver très froid, sanglant et meurtrier. Très froid, sanglant et meurtrier. Parce que le Sahel, cet espace-là, sera un endroit où les gens vont lutter jusqu'avec leur dernière énergie pour pouvoir garder ce qui les appartient. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il parle de cela, c'est pour ne pas qu'il y ait de remplaçants. C'est pour ne pas qu'il y ait de remplaçants. Quand on dit quelque chose, c'est pour préparer, pour ne pas qu'il y ait de remplaçants. Mais c'est aussi informer et dire ce que l'on pense à son niveau. Quand vous n'avez rien sous la dent, vous n'avez qu'une dernière proie, vous battez à mort pour pouvoir, d'accord, garder cette proie. Est-ce que vous comprenez? Vous battez à mort pour pouvoir garder cette proie. Est-ce que vous comprenez? Donc, de la guerre froide, il y en aura, de l'espionnage, du renseignement, mais il y aura des combats. Ça va durer combien de temps? Je ne saurais vous le dire. C'est lui qui le dit, moi j'analyse ces dires. D'accord? Je ne suis pas un diseur de bonne aventure, ni un voyant. Moi, j'interprète tout simplement. Vous allez me poser la question pourquoi? Eh bien, en fondant la confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et
Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Ça, c'est intéressant. L'origine de cet hiver noir là, c'est l'AES. Pour lui, l'origine de cet hiver là, c'est l'AES. S'il n'y avait pas d'AES, il n'y aurait pas d'hiver noir. Écoutez, c'est très important. En fondant la confédération de l'AES, sanglant, l'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. En fondant la confédération, d'accord, des États de l'AES, nous avons senti ce froid venir. C'est-à-dire que avant même l'AES, avant même de créer l'AES, ils étaient dans quoi? Dans l'alliance du Liptako-Gourma, vous vous en souvenez? Et le symbole fort a été fait à partir du Niger. Rappelez-vous que quand la CEDEAO voulait déployer une force, c'est à partir de ce moment que le Mali, le Burkina Faso, je dis même la Guinée, ont pris des déclarations pour dire que si la CEDEAO s'amuse à faire une descente au Niger, ces pays-là vont intervenir. Chose que l'on n'a jamais vue dans l'histoire des pays noirs. C'est très rare que des pays noirs viennent en soutien comme ça entre eux. Est-ce que vous comprenez? Entre eux. Mais ils ont créé l'alliance du Liptako-Gourma. Par la suite, ils ont créé maintenant, d'accord, cette confédération de l'AES. Parce que ils étaient déjà en bisbille avec la CEDEAO. Je me rappelle d'une visite de la CEDEAO, où des fonctionnaires de la CEDEAO, ils ont dit comme ça, ils ont tapé du poing sur la table pour dire c'est impossible, le Burkina, le Mali ne peuvent pas sortir. D'accord? Mais c'est le cas aujourd'hui, c'est une effectivité. Qu'est-ce qu'il répond? Quand il parle de l'hiver noir, il parle de cette guerre froide-là. Cette guerre froide n'est pas animée même véritablement par des États même noirs. Cette guerre froide est animée bien évidemment par des communautés étrangères qui utilisent d'abord des pays noirs pour les mettre au devant. Ce qui crée véritablement le report de cette guerre-là, d'accord, de cette guerre froide-là ici, c'est-à-dire sur le continent noir. Mais il dit quelque chose, il utilise une figure de style. Quand il y a le vent froid, qu'est-ce qu'on fait? On prend des troncs d'arbres. Les troncs d'arbres là pour allumer le feu, pour réchauffer le cœur des peuples. C'est pour dire quoi? Actuellement, la situation, elle est froide, elle est semblable à la guerre froide. Ces troncs d'arbres-là, ce sont par exemple les initiatives que l'AES fait. La force unie de l'AES, la Banque centrale d'investissement de l'AES, les médias par rapport à l'AES. Un instant, s'il vous plaît. Tu peux fermer la porte. Excusez-moi, la force unie de l'AES, d'accord, les médias de l'AES, c'est-à-dire tout ce qui est en train d'être mis en place, chaque élément est un tronc d'arbre qui réchauffe le cœur des populations et qui permet aux populations de pouvoir croire en cette effectivité de l'AES. Est-ce que vous comprenez? Écoutons la suite. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous sommes préparés, protégés, d'accord, par rapport à la chasse au loup. Qui est le loup? Le loup est un chien sauvage qui évolue et grandit dans les endroits tempérés.
Il n'y a pas de loup en Afrique. Les loups là, ils existent, d'accord, dans les endroits froids, européens et autres. Mais quand il parle du loup, il dit, nous avons acheté, d'accord, aussi des déguisements de loup. Le loup, il est violent. Je vois un commentaire de quelqu'un qui dit, l'AES t'a acheté pauvre type. Bah, si tu le dis, j'attends d'avoir mon salaire, en tout cas de l'AES, parce qu'ils m'ont pas encore payé. Donc si tu peux leur passer le message, j'ai un retard, en tout cas mensuel, sur mon salaire. Donc s'ils me regardent, coucou, je ne suis pas venu, on va négocier mon contrat. Alors, pour revenir, j'étais en train de dire, le loup, quand il dit nous avons acheté, c'est-à-dire les manteaux de loup pour se travestir, le loup, il est violent. D'accord? Le loup, il est violent. Le loup se déplace en meute. Le loup, il est violent, le loup se déplace en meute. Donc, qu'est-ce que le loup a comme élément de défense? C'est sa violence. Et c'est la meute. On a décidé de se déguiser comme le loup. On a décidé de s'équiper comme les pays là, ces pays que nous voyons aussi en Europe là, qui ont eu leur assise économique si ce n'est que par la force. Personne ne peut me dire historiquement ici qu'aucun pays européen, d'accord, a fait asseoir son hégémonie dans le monde s'il n'y avait pas de force. Le commerce mondial, les échanges mondiaux, tout ce qu'on peut avoir, les investigations, c'est-à-dire les explorateurs et autres, c'est la violence. Ils ne sont pas venus avec des fleurs. Ils ont toujours eu une industrie militaire, une économie militaire qui précède l'économie. Donc, aujourd'hui, contrairement à ce que nous, pays africains, on pense que c'est avec le cacao, c'est avec le bois, c'est avec les VR qu'on n'arrive pas à transformer, qu'on va arriver. Eux, ils mettent ça de côté. Ils disent d'abord qu'on ne peut pas avoir de développement, on ne peut pas protéger notre or, on ne peut pas protéger le lithium, on ne peut pas protéger nos ressources si nous n'avons pas les mêmes capacités de défense. C'est pour cela qu'ils parlent du déguisement du loup. Et le loup, il est froid. Le loup n'est pas un animal chaud, il est froid. Donc, ils n'ont pas de complexe à parler d'avions de guerre, à parler de temps. Chez nous en Afrique, on dit on négocie avec les terroristes. Eux, dans leur langage, l'AES, ils ne négocient pas. Même s'il y a des morts, ils vont continuer. Est-ce que vous comprenez? Donc, je remets pour vous. Un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups, pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, des grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver et devraient s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Qui sont les Noirs qui arrosent les troncs d'arbres d'eau fraîche pour ne pas qu'on puisse brûler, pour chauffer le cœur des populations et le sang des populations? D'accord? Qui sont ces Noirs? Mais j'ai déjà donné mon explication, M. Etienne Conan-Faveur. Les loups, qui sont-ils les loups? J'ai dit les loups sont d'accord des canidés qui sont dans les zones froides européennes. Ils sont en meute. Et les loups ne se défendent pas avec des bisous. Les loups sont violents. Ils font partie de la catégorie des félins. Et ces loups-là, qui se déplacent en meute là, d'accord, écoutez, quand ils sont violents, si vous les matérialisez, ce sont les puissances européennes. Est-ce que vous comprenez? Mais les puissances européennes ont quelque chose qu'on n'a pas. Ils ont l'industrie militaire. Mon frère, tu peux lancer un missile? Tu connais le prix d'un missile? Toi, frère, tu connais le prix d'un missile? Tu ne connais pas. Tu sais comment on fabrique un missile? Mais qu'est-ce que toi tu dois faire si tu n'as pas le secret de l'industrie? C'est de trouver d'abord des partenaires pour avoir déjà une défense. Mais tu ne peux pas te défendre seul. Parce que si tu te défends seul, ceux qui sont autour de toi là, s'ils ne sont pas dans ta vision, ils vont venir prendre de l'eau pour éteindre le tronc d'arbre que tu prends pour chauffer le cœur de tes populations. Donc tu es obligé d'être aussi en meute. C'est pour ça que l'AES n'est pas seul. C'est 3 pays. Est-ce que vous comprenez? C'est 3 pays. Maintenant, malgré le fait qu'il y ait 3 pays, ils ont des troncs d'arbres.
Mais il y a certains qui versent de l'eau sur le Tondab là pour ne pas qu'il chauffe le cœur des populations. Vous le savez très bien. Il y a certains pays qui, entre guillemets, ont soutenu les terreaux. Je ne cite pas le nom des pays. Chacun fait son analyse. On en a vu même par rapport à la Mauritanie, qui n'ont pas joué franc jeu à partir d'un moment. On a vu des terreaux qui vont dans certains États où les États les pourchassent mais ne peuvent pas continuer à les pourchasser. Est-ce que c'est un mensonge? C'est un fait. Ce sont ceux-là qui versent l'eau sur le tronc d'arbre. Sinon, on aurait lutté efficacement, de façon collégiale, comme des loups. Parce que les loups sont en meute. L'Union européenne peut être comparée à une meute. Parce que l'Union européenne, c'est plusieurs pays. Quand ils décident de prendre une décision ensemble, ils prennent une décision ensemble. L'OTAN, ce sont des loups. Est-ce que la CEDEAO, là, on est véritablement des loups? On n'est pas des loups. On est loin d'être des loups. Parce que même, on a quelle capacité d'être violent? Si ce n'est pas seulement dans nos petits pays pour on agit, nous on a quoi? On a quelle capacité de dissuasion? Il faut qu'on se dise la vérité. On a quoi? On a quoi? On a vu l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. C'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce qu'il faut pas? Moi je ne suis pas passeport par quatre chemins. C'est des réalités. Venez me dire que je mens. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on y va. On continue. Se transforme en loup ou font en sorte que nous, chercheurs de loup, nous ne puissions pas surprendre le loup. Ceux qui mettent l'eau dans le bois là, eux aussi se transforment en loups, de telle sorte que nous qui chassons les loups, on ne puisse pas prendre les vrais loups. Et je vous ai dit, les vrais loups, qui sont-ils? Qui détient la violence dans le monde là? On dit que nous les noirs là, on fait des guerres partout. Mais qui sont les plus violents dans ce monde? Qui est-ce qui ont des civilisations de violence? Ça c'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Sarkozy qui dit de sa bouche. Nicolas Sarkozy dit l'Europe a une civilisation violente et barbare. J'ai dit bien, c'est Nicolas Sarkozy, c'est pas moi qui l'ai dit. Nicolas, il a dit lui de sa bouche. Donc ceux qui sont en train de dire ici que j'ai dit tout n'importe, allez taper sur internet et venez me dire que je suis un menteur. Je vais venir m'excuser devant vous tous. Regardez l'histoire de ce monde. Vous qui pensez que nous sommes les plus violents là, que l'Afrique est la plus violente. L'Afrique a quelle industrie militaire? Mais on nous arrose avec des armes. Donc voilà. Nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit l'hiver arrive. Quand l'hiver arrive, d'accord, qu'ils auront froid, ils viendront où? C'est encore chez nous, ils viendront chercher encore des manteaux pour se protéger. D'accord? Les manteaux c'est quoi? C'est nos richesses. Quand ils font la guerre là-bas, quand c'est chaud là, c'est où ils viennent encore se réapproprier. C'est encore chez nous. C'est encore chez nous. Ça c'est pas, il n'y a pas un débat. Il n'y a pas un débat, c'est encore chez nous. C'est encore chez nous. On y va. Ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. On se réchauffe avec quoi? L'uranium en passant, d'autres ressources en passant. On se réchauffe avec quoi? L'uranium, le pétrole, d'autres ressources. Qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Vous avez compris? Les impérialistes. Vous avez compris? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte, d'accord? D'accord? Où il a précisé le lieu précis, en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Écoutez. Font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Je crois que dans un de mes lives, j'ai dit ça, non? Pour ceux qui me suivent,
je crois sur un live, on m'a invité, un truc comme ça, je crois, j'ai eu à le dire. Mais, et puis il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a dit, Vincent, tu penses que véritablement il y aura une guerre en Afrique de l'Ouest et tout? Et j'ai dit, moi je ne crois pas. Il m'a dit pourquoi? Je dis, je ne pense pas. Et là, c'est intéressant, quand vous écoutez les propos d'un individu, quand il dit le chaos pourrait s'installer, d'accord, le chaos pourrait s'installer, il n'est pas en train de dire que le chaos va s'installer. Quand on dit pourrait, c'est au conditionnel. Ça peut arriver comme ne pas arriver. Ah, il y a un qui a mis que ça fait 4 jours. Bon, heureusement, il y a des gens qui s'en souviennent. Le chaos pourrait s'installer. Et il précise, il dit pourrait. Écoutez ce qu'il dit ensuite. Où des gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce. Et pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire que s'il y a un conflit frontal là, il y a un conflit frontal entre nous Africains là, hein, il y a des gens qui seront contents. Et puis ils vont faire aussi la révolution là du printemps arabe là. Ceux qui parlent de l'hiver noir, là, du printemps arabe, là. Ils vont installer des gars fantoches, mais ils vont pouvoir continuer de bouffer. Ils vont continuer de bouffer. Mais c'est nous, on va se manger la gueule. Et en plus, il y a des choses que même au niveau de la démographie, le vrai défi de l'Afrique, des pays africains, la plupart des pays africains aujourd'hui que vous voyez, les populations les plus nombreuses sont lesquelles? Les populations les plus nombreuses sont jeunes. Donc imaginez dans un conflit le nombre de jeunes qui vont truc. Mais ça va jouer encore, d'accord, même sur les bras valides ou même plus le développement qu'on doit avoir. Parce qu'on a des continents qui sont vieillissants. Donc si les jeunes encore sont rasés, bien évidemment, ça sera un continent encore que voilà, on pourra bien encore en profiter. D'accord? Donc il faut comprendre la pertinence et la profondeur de ce qui est dit. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que 2 choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Donc ça veut dire que s'il y a combat, les pays de l'AES là, d'accord, ils vont aller jusqu'au bout. C'est soit ils gagnent, ou soit ils perdent, et on est dans une continuité. Mais s'ils gagnent, c'est un changement complètement radical. C'est ce qui est en train d'être dit ici. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Nous ne pouvons pas comprendre que les Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Ça existait ou pas? Est-ce que vous avez vu des Africains qui étaient heureux que des terreaux attaquent d'autres gens? Moi, je veux comprendre. Ça existait ou pas? Oui ou non? Ok, donc on continue, ça existait. Voilà. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Ça existait selon vous? Que les hommes politiques se cachent derrière les médias et tout pour utiliser les médias pour voir. Ça existait ou non? Ok, je continue. Les individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés. Ça existe ça? Ça existait? Ce qu'il dit? Non, moi je ne cite pas les pays, hein. Je vous demande à vous, est-ce que ça existait? Ça existe ou ça existait? Ok, on continue. Ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de misère, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Alors, moi je ne sais pas. J'ai pas vu la beauté des gens. Mais bon, cette partie-là, je laisse. C'est à vous de voir. Ah ouais? C'est à vous de voir ce qu'il en est. Mais bon. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous?
et par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue, quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Pourquoi est-ce que le noir est comme ça? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements, nous allions affronter ces dangers qui risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé les oreilles, ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. À peine s'ils... C'est vrai ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a des peuples qui se complaisent dans la colonisation? Il y a des peuples qui aiment la domination. Moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est le cas? Je ne vais pas faire de jugement des gens. Ah bon, je vois bien sûr. Ok, oui, je continue. N'appelle pas les impérialistes, venez nous coloniser. Nous aimons être vos esclaves. Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. Ces pseudo-intellectuels décérébrés, ils sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples. Là, je suis à 100% d'accord avec lui. J'ai toujours dit que les intellectuels, les intellectuels africains, moi, je ne suis pas un. Mais quand j'écoute les intellectuels africains, je pense que ce sont une grande partie les responsables de notre malheur. Ça, oui, les réseaux sociaux sont surveillés, d'accord, mais moi, je n'ai rien dit de grave. Je ne fais qu'analyser ce qui est dit, même si les réseaux, ce que je suis en train de dire, moi, je parle de ce, c'est mon point de vue personnel. Les réseaux sociaux sont surveillés, oui, mais qu'est-ce que j'ai dit de grave? C'est un discours que j'analyse, tout simplement. Maintenant, je demande, je pose la question aux uns ou aux autres, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je n'ai pas le point de vue de tout le monde. D'accord? Je vois pas ce qu'il y a. Alors, faut pas paniquer. Je dis rien de grave. Exemple à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler. Lorsque la démocratie, certaines règles sont enfreintes, un instant s'il vous plaît. Alors, excusez-moi. Donc, il y a quelqu'un qui me demande, je suis où actuellement? Je suis chez moi à la maison. D'accord? Voilà, on a vu la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, qu'est-ce qu'il en est? La Guinée-Bissau, qu'est-ce qu'il en est? Il devait avoir, d'accord, les résultats. Pourquoi tous nos intellectuels ne crient pas au secours? Ils ont crié pour le cas du Bénin, d'accord. Mais pourquoi pour la Guinée-Bissau? La Guinée-Bissau, c'est pas un pays. Les Bissau-Guinéens qui votent là, c'est pas des hommes. En Côte d'Ivoire, par exemple, je donne un exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont pour un quatrième mandat, il y a des gens qui sont contre un quatrième mandat. Est-ce que le débat a été ouvert? Vous avez déjà vu la CEDEAO, d'accord, ouvrir le débat là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il en est? Vous avez vu la CEDEAO? Montrez-moi un débat de la CEDEAO. Où la CEDEAO dit, oui, bon voilà, les populations, c'est la communauté économique des États, hein, c'est pour les peuples. C'est pour les peuples. Quand la CEDEAO parle, ils vont rencontrer, saluer les politiciens un à un. On nous dit rien de bon, on fait des communiqués qu'on ne comprend rien. Mais pourquoi nos intellectuels là, qui aiment tant la liberté et la démocratie là, ne s'expriment pas, ne parlent pas? On a vu pour le Bénin, moi je suis d'accord, vous avez crié partout, mais la Guinée-Bissau là, c'est un pays qui est membre de la CEDEAO. Hein? Voilà. Où sont nos intellectuels? 2 poids, 2 mesures. Élection Côte d'Ivoire, ouh, tout le monde ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux, ouh. Non, il n'y a rien à voir à circuler. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je préfère quelqu'un qui dit qu'il n'est pas dans le prisme de la démocratie. Il fait ce qu'il a à faire, que quelqu'un qui dit qu'elle est dans la démocratie, mais qui se tait où il faut parler.
Je n'ai pas de point de vue à donner sur les analyses. Vous m'avez déjà vu à donner mon point de vue sur les analyses de quelqu'un qui fait ses vidéos. Pardon, vous ne faites pas que je tende le bâton pour qu'on me tape. Je pense absolument rien. Mais ils sont prompts à nous appeler jeunes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux. L'AES va évoluer. Tout n'est pas forcément rose. Tout ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons. Mais nous avançons sereinement et nous allons arriver à notre objectif. Et quand viendra l'hiver, si il faille que nous passions par l'hiver pour être libres, pour être unis, nous prions Dieu qu'il en soit ainsi et qu'il protège nos populations. Là, c'est clair, c'est une déclaration pour dire que les gars sont sur le pied de guerre. Ah ouais. Ça, c'est clair. Il répond en même temps au détracteur de l'AES et il dit clairement, si l'hiver arrive et on doit passer par l'hiver, on est prêt. Sinon, une chose est sûre, l'AES vaincra, l'AES grandira. Restez sereins parce que nous avons confiance en nous. Attention. Attention, il y a un message codé qui est passé là. Ce qui est sûr, l'AES vaincra. L'AES grandira. Attention. Ça veut dire clairement que les ambitions de l'AES là, ce n'est pas les 3 pays là seulement. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est logique, hein. Moi je vous dis quelque chose, c'est logique. C'est vrai que beaucoup... En fait, le vrai problème en fait en Afrique, et je pense dans les pays noirs, où les pays même ont la couleur de peau noire, si vous êtes un pays noir, dans une zone bien donnée, vous signez des accords avec les puissants, ils peuvent vous laisser prospérer. Ce qu'on n'aime pas et ce qu'on craint dans ce monde, c'est les unions vraies. Je ne parle pas des unions de CEDEAO, de l'Union africaine, là, ça c'est des trucs de pacotille, ça. D'accord? Mais les unions vraies, c'est un danger pour les grands ensembles. Parce que en fait, le monde, c'est des grands ensembles. Le monde, là, c'est des grands ensembles. Et les gens n'aiment pas les grands ensembles. Et surtout, avec les pays noirs. Vous savez, à partir du moment où l'argent, on voit que vous avez une capacité financière qui risque de vous rendre autonome, il y a de fortes chances que vous soyez traqué. On vous rappelez de Muammar Kadhafi, hein? Vous vous rappelez de Kadhafi? Vous vous rappelez de Kadhafi? Pour la Libye seule. Une ambition pour le continent, sur un aspect monétaire. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez? Vous avez vu ce que ça donnait? Vous croyez que si on était unis, les gens pouvaient battre Kadhafi? Si les pays africains étaient unis, là, on pouvait battre Kadhafi. Ce sont les pays africains même qui ont lâché Kadhafi en premier. Ah ben voilà. Donc l'AES là, ce n'est pas bon, ça dérange. Confiance à nos populations. Nous avons confiance en vous, que vous comprenez qu'aucune manipulation ne peut aujourd'hui nous diviser entre nous. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Et ça, il rassure les populations. Et c'est ce que je vous disais. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est très difficile de trouver cela dans nos pays noirs. C'est-à-dire avoir 3 leaders, 3 styles qui sont complémentaires et qui sont appréciés par ceux qui les soutiennent, en tout cas à la même échelle. Vous n'allez jamais voir des gens venir ici s'exposer, dire qu'ils n'aiment pas Tiani au détriment d'Ibé par rapport à Assimi Goïta. Jamais. C'est-à-dire, il y a une complémentarité, je ne sais pas comment ils ont fait, mais pour une première fois chez les Noirs, on accepte un leader, quel que soit son pays, au même titre que son leader. Parce qu'ils ont une vision. Pour ceux qui soutiennent l'AES. Parce que logiquement, il y a des gens qui n'aiment pas l'AES. C'est leur droit. D'accord? Donc, il est très difficile de pouvoir, en fait, vous introduire, d'accord, au fin fond pour essayer de lézarder le truc. Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente physique face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Restez sereins
Ne ripostez pas physiquement, nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. Donc là, pour l'instant, la guerre, elle est communicationnelle. Et je comprends pourquoi elle a parlé de certaines personnes dans les médias. La guerre, là, elle est communicationnelle. Et d'où la réponse par rapport à l'AES, le média de l'AES qu'ils ont mis en place. Parce qu'ils vont attaquer, ils vont riposter aussi sur le plan communicationnel. On attend de voir ce que ça va donner, c'est intéressant. Et il dit, ménagez vos forces. Pour l'instant, soyez outillés sur l'aspect communicationnel. Un moment viendra où peut-être ça montera en grade ou je ne sais quoi. Mais c'est des gens, je pense que dans son discours, il anticipe, il prépare. Et aujourd'hui, ils sont venus inaugurer le média de l'AES. C'est la première réponse. Restez serein, Dieu protégera l'AES. Dieu vous protège tous, toutes les populations de l'AES. Dieu vous accompagne tous dans vos objectifs. Et Dieu est si juste, se bat pour ceux qui se battent. Nous nous battons, nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouvez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons vaincre le terrorisme, nous allons nous développer et nous allons nous affirmer. Nous allons avoir notre place dans le concert du monde. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse notre population résiliente et résistante, que Dieu nous unisse davantage, la patrie ou la mort. Merci pour cette... Bon, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Si ce n'est que assister à un grand moment, un tournant de l'histoire. J'aurais pas pensé, en tout cas, à cette époque-là de ma modeste vie, assister à ce genre de choses. Et j'aimerais juste répondre, en tout cas, à ces personnes qui parlent de populisme. Le populisme, vous savez, vous utilisez souvent des expressions, des formes d'expression dont vous ne maîtrisez pas. D'accord? Le populisme n'est pas un mot qui cloue au pilori un individu. D'accord? Même quand on parle de la propagande, il faut savoir que même dans les organisations que vous admirez, même aux États-Unis, au sein de la Maison Blanche, il y a des gens qui font de la propagande pro-Trump. Donc il faut faire attention à ce que vous dites. Je peux vous croire quand vous parlez de populisme, d'accord? Et s'il n'y a que des mots où il n'y a pas d'acte qui est posé. Il y a de cela 1 an, vous étiez en train de dire que le Burkina Faso allait être effacé. Jusqu'à aujourd'hui, le Burkina est là. Il y a 2 mois, Bamako serait pris. Jusqu'à présent, Bamako est là. Alors, qui dois-je croire? Vous ou ceux qui sont sur le terrain? C'est la question que je me pose. Mais, à ma grande surprise, la banque d'investissement, d'accord, de l'AES a fait ce qu'il fallait faire. Vous avez des banques qui vivent depuis les années 70. En tant que capital initial, on ne sait pas combien vous avez mis. En 1 an, des gens font, d'accord, des choses qui changent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi? Ah, eux c'est 10 milliards. Ben voilà. Je vous ai dit, il est impossible pour un pays qui ne maîtrise pas sa sécurité d'être développé. Ça, on n'a pas besoin d'être... je sais pas, on n'a pas besoin de faire Bac+5 pour comprendre cela. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Votre question est intéressante, monsieur. Pourquoi sont-ils dans le CFA? Parce que dans le CFA, pour le moment, ils sont en train de se préparer à sortir. Le CFA, c'est pas vous qui avez décidé de les intégrer, c'est eux qui ont intégré le CFA. Donc ils sortent s'ils veulent. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'ils soient d'accord dans le CFA, chassez-les. De la même manière, vous posez la question, pourquoi sont-ils dans le CFA? Posez-vous la question aussi à l'UEMOA, pourquoi l'UEMOA ne se débarrasserait pas d'eux? Parce qu'apparemment, il y a un pays qui est très puissant qui s'appelle la Côte d'Ivoire qui peut payer en fait tous les pays d'Afrique de l'Ouest, non? Donc chassez-les pour voir comment ils sont pauvres. Puisqu'ils ne représentent rien. Pourquoi vous ne le faites pas? De la même manière, vous dites pourquoi ils sont dans le CFA, demandez-leur vous-même en fait qu'ils sortent du CFA. Pourquoi vous ne le faites pas? Non, monsieur Soro, vous dites tout ce que je soutiens s'écroule. Absolument pas. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je vais vous dire quelque chose. Je suis contre le 4e mandat. Moi, je ne cache pas mon visage.
Mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien qui s'est écroulé pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que je suis pour le peuple. Vous êtes d'accord pour des personnes qui ont peut-être qui ont un système derrière eux. Ce système-là est avec nous depuis 1960. Cher ami Soro, je vais vous parler clairement. On vient de la Côte d'Ivoire. Il y a une seule puissance depuis 1960 jusqu'à maintenant qui est avec nous en Côte d'Ivoire. Dites-nous qu'est-ce qu'ils nous ont apporté. Attendez, il va répondre. Qu'est-ce que, véritablement, je ne suis pas contre la France. Je parle du peuple français. Mais le système politique là, en termes de coopération là, avec la Côte d'Ivoire, ils nous ont apporté quoi? Le système politique là, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté nous en Côte d'Ivoire? Vous me répondez, moi, je vais vous répondre, qu'est-ce qu'ils nous ont fait de mal? Et puis vous allez voir, répondez-moi. Non, on se parle en toute liberté. J'ai des amis français qui sont très haut placés, M. Soro. Ça, c'est TikTok. TikTok, là, c'est du virtuel. Mais quand je sors de chez moi, là, j'ai dit, j'ai des amis français qui sont très haut placés. Ils sont très haut placés. Mais je ne change pas d'identité ni de verbe quand je suis en face d'eux. Moi, je parle, j'ai le franc-parler. Répondez-moi. Sinon, moi, je suis contre le 4e mandat. Et le 4e mandat, c'est l'affaire du peuple. Ce n'est pas l'affaire d'un homme politique. Si un homme politique en Côte d'Ivoire vous dit que le 4e mandat, là, c'est son affaire, c'est qu'on n'est plus en démocratie. Parce que ma constitution dit qu'il n'y a pas 4e mandat. Bon, vous dites quoi? Mais ça, le 4e mandat tient pourquoi? Répondez-moi. Pourquoi le 4e mandat tient? C'est là qu'on s'en va. Pourquoi le 4e mandat tient? Répondez-moi, M. Soro. Pourquoi et comment le 4e mandat tient? Pourquoi et comment le 4e mandat tient? Vous êtes sûr que s'il n'y avait pas 44 000 soldats là, le 4e mandat allait tenir? S'il n'y avait pas 44 000 soldats autour de la Côte d'Ivoire, si on n'attrapait pas les gens là, parce que la population est d'accord, ok, c'est la population de Côte d'Ivoire qui a voté dans son ensemble, ou bien en grande partie ils ont voté? C'est une question que vous posez. Donc dans ce cas-là, pourquoi il y a 1300, il y a plus de 1000 emprisonnés? Une élection, c'est un moment de joie où chacun va mettre son bulletin dans l'isoloir pour désigner celui qu'il veut, selon son programme. Pourquoi chez nous, il y a 1000 emprisonnés? Est-ce que chez nous, là, on est des putschistes? Chez les putschistes, même là-bas, ils ne mettent pas 1300 personnes. Les 44 000 représentent la République, d'accord? Je suis d'accord, c'est nous qui les payons. Mais j'ai dit, 3000 prisonniers, j'ai dit, pourquoi il y a eu 3000 prisonniers? Vous dites que les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui veulent le 4e mandat. Mais les Ivoiriens là, c'est 50%. C'est 50%. Vous êtes sûr que les Ivoiriens qui veulent que leur pays se développe, qu'il y ait du changement là, ils sont seulement 50%. Vous êtes sûr? Ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire se développe, change là, ils sont que 50%. Donc il y a 50% qui ne veulent rien. Les autres là, ils sont là, ils mangent comme des oiseaux. Ils dorment comme des oiseaux. Non, comment on a augmenté? Cubière a augmenté juste par rapport à la jurisprudence de 2020. Non, on va aller dans le sens de Cubière. 50%. Les autres 50% là, ils ne veulent pas que les pays changent. Hein? Il a dit quoi? Dans ce cas, on serait dans une guerre civile. Et quand même, juste mis, ah d'accord, ok. Donc les Ivoiriens sont tellement immatures. Ils sont tellement immatures. Parce que les 44 000 soldats là, l'opération Épervier se termine, je crois, en fin d'année. Ils vont rentrer eux tous. Quand ils rentrent eux tous là, on aura la guerre civile. Donc les Ivoiriens, ils sont immatures. Eux, les Ivoiriens là, ils ne sont pas intelligents. Monsieur Soro, c'est quand il y a élection présidentielle là, un coup, beaucoup ils ont envie de se tuer. C'est-à-dire les autres périodes de l'année là, ils ne veulent pas se tuer. Mais quand il y a élection présidentielle là, c'est là qu'ils veulent se tuer. Ah! Vous respectez les Ivoiriens. Mais ça n'a pas dit le contraire. Le vote, qui a dit que le vote est une obligation? Ce n'est pas une obligation. Mais du coup, vous voulez dire que 50% d'Ivoiriens ne sont pas intéressés par le vote. Un pays où 50% de citoyens,
où 50% des citoyens ne sont pas intéressés par le pays. Et vous, ça ne vous dit rien. 50%. Ça ne vous dit rien pour vous. Il y a problème. Donc vous voyez que vous n'êtes pas mieux. Vous voyez, M. Soro, vous n'êtes pas mieux que ces pays que vous étiez en train de critiquer. Vous êtes très loin d'être mieux. Et le vrai défi de l'Afrique, c'est ça, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Le vrai défi de l'Afrique, c'est ça. Que les populations s'intéressent à la chose publique, aux élections, qu'ils aient confiance en leurs institutions et surtout qu'ils aient une maîtrise de ce qu'ils ont et ce qu'ils possèdent. Parce que nous parlons tous ici, hein, mais nous sommes tous des gens de pays pauvres. On est d'accord, M. Soro? Vous reconnaissez que votre pays il est pauvre, tout autant que les pays de l'AES. Et notre réel défi, d'accord, c'est de pouvoir connaître un jour le développement. Si vous étiez, vous, M. Soro, d'accord, il y a qui dit je suis très malhonnête. Si vous, M. Soro, vous étiez d'un pays riche, vous nous donnez des conseils, je peux prendre. Mais on est des pays pauvres. Ah ça, je suis désolé de vous le dire. Nous sommes des pays pauvres. Sam dit je suis malhonnête. Peut-être, mais au moins tu reconnais que nous sommes pauvres. Oui ou non, Sam? Tu reconnais qu'on est pauvre. On n'est pas pauvre, Sam? On est pauvre, oui ou non? Non, j'ai dit... Réponds-moi par oui ou par non. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre, oui ou non? Sam, je n'ai pas dit que ça, moi en fait le classement des derniers ne m'intéresse pas. Sam, nous sommes pauvres ou pas? Bon, il ne veut pas me répondre. Avec ça tu me dis je suis plus malhonnête. Je sais qu'il était un avatar, mais ça ne me gêne pas, c'est un homme qui est derrière. Nous n'aime pas qu'on applique quelle méthode de l'AES? Mais méthode de l'AES, vous avez appliqué sur 4 mandats et tu dis qu'ils n'aiment pas truc. Donc voilà, c'est... Non, j'ai fini mon analyse. Alors, il y a qui souhaitait monter? Moi, j'ai terminé mon analyse, mais bon.